Vidéo numéro 3. Traumatisme crânien. Comprendre pour mieux vivre avec. En famille et en société. Avertissement. Cette vidéo ne peut se comprendre correctement qu'après le visionnement des vidéos 1 et 2, fonctionnement général. Pour les traumatisés, je renouvelle ma suggestion. Pour prendre le temps de lire le texte des diapos sans être gêné par le son, pensez à mettre le lecteur vidéo sur pause. Si les conséquences du trauma sont dramatiques pour le blessé, elles le sont aussi généralement pour la famille, conjoint, enfants, parents. Je n'ai pas vécu de période de rééducation après trauma profond, ni l'inquiétude du pronostic vital. Mais, passé ce stade, le traumatisé et souvent sa famille, son environnement avant lui, sont confrontés aux séquelles. Une des choses les plus difficiles à vivre, c'est l'imprévisibilité. Or, à mon sens, certains comportements et problèmes sont prévisibles, même si le traumatisé lui-même ne se rend pas compte. J'ai affirmé en toute bonne foi, des dizaines de fois, des contre-vérités. De toute évidence, je pouvais être pour les autres de mauvaise foi, ou dérangé. En réalité, j'avais simplement oublié. Mon irritabilité, qui frôlait souvent l'injustice, je n'en étais pas conscient, sauf parfois à voir les visages attristés en face de moi. Mon poste de directeur me donnait un statut particulier, mais ne réglait pas les problèmes. L'environnement supporte beaucoup de choses que le traumatisé ne voit pas. A contrario, le traumatisé fait beaucoup d'efforts pour réaliser des activités somme toute anodines, ce que l'entourage ne mesure pas. Quand la famille attend plus, quand le traumatisé veut donner trop, on est vite dans la zone d'un problème. Si les familles comprenaient, cela donnerait un autre sens et un autre regard aux problèmes rencontrés et limiterait les risques de frustration et jugement. Sans prise de conscience, on subit les événements. Quand j'ai pu établir une relation entre cause et effet, j'ai commencé à dire à ma compagne « Je suis fatigué, je n'arrive pas à comprendre ce que tu me dis » et d'expliquer que mon irritabilité était liée à trop de fatigue et pas à une colère dirigée vers elle. Il faut dépasser la peur de dire car on est généralement bien reçu. En plus, cela rassure. C'est à mon sens la seule voie possible car les autres ne peuvent pas savoir ni comprendre. Notre handicap ne se voit pas de l'extérieur. C'est donc de notre responsabilité d'en parler. Non pour se plaindre, mais dire la réalité du moment et ce qui s'impose à nous. Ma compagne ou mes enfants me disent parfois « Tu ne crois pas qu'il est temps que tu arrêtes, que tu ailles te reposer ?» Cela se voit sur mon visage, paraît-il. Et c'est toujours juste. La volonté de vouloir pousser plus loin pour profiter plus, de faire selon nos codes de bonne conduite ou de savoir-vivre, fait plus de dégâts qu'autre chose. Il existe de nombreuses sources de fatigue mentale insidieuse que l'on ne repère pas nécessairement, sauf à découvrir que l'on est prêt à disjoncter. Il s'agit du bruit, par exemple. Mais tout ce qui touche à l'émotionnel, à l'affectif, est aussi un gros consommateur d'énergie. Au bureau, je n'étais pas capable d'assurer une demi-journée de travail. À un moment, j'ai fait des heures de présence entrecoupées de siestes. Mais le temps à la cafette ou à bavarder, ce n'est pas du travail. Mais c'était plutôt bon pour le moral. Et pourtant, en arrivant à la maison vers 16 heures, il me fallait dormir longuement, puis faire une promenade avec ma compagne,
mais j'aurais été incapable de supporter des enfants, de lire ou comprendre leurs devoirs. Je pouvais tout juste faire de la figuration, même pas me plonger dans des tâches proches des automatismes. La famille doit savoir qu'après une demi-journée de travail, il n'y aura plus d'énergie disponible pour elle, et que la possibilité de prévoir, d'organiser, prendre des initiatives est très limitée. Si, à certains moments, la famille n'attend plus l'impossible, elle peut espérer le possible à d'autres moments, en particulier gagner en autonomie et en fiabilité, ce qui n'est clairement pas le cas pour une journée complète. Il faut bien sûr que la prise de conscience des faiblesses se fasse, car c'est le point de départ. C'est elle qui m'a aidé à reprendre confiance dans mes possibilités, au moins dans de brèves périodes. Il faut descendre au fond du trou jusqu'à y trouver le rocher, et reconstruire patiemment dessus. La prise de conscience permet aussi de commencer le deuil de ce que l'on ne retrouvera pas et profiter au mieux du disponible pour vivre complètement. Personne n'est alors choqué qu'il faille faire des pauses, que l'on ne comprenne plus très bien ou que l'on répète la même chose plusieurs fois. À me voir, rien n'indique que j'ai des difficultés, mais je ne suis pas capable de répondre aux attentes. Alors je fais souvent de la figuration. Il suffit d'être d'accord et de laisser parler. Ce n'est pas spécialement agréable, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée pour me préserver et préserver les autres qui attendent de moi ce que j'étais auparavant. Après l'accident, je tentais d'expliquer, comme si j'avais besoin de me justifier. Je me suis vite rendu compte que ça dérangeait. Certains n'étaient pas à l'aise. Même avec une vraie écoute, c'est très difficile de se faire comprendre quand les mots n'ont plus le même sens. Aujourd'hui, je m'éclipse quand c'est nécessaire, j'explique quand c'est vraiment indispensable, et j'élude la plupart du temps. Question de pragmatisme. J'ai fait de la marche à pied, 1 heure par promenade, mon exercice quotidien. C'est un antidéprime puissant, quand on a l'usage de ses jambes, bien sûr. Quand je peux voir que ce qui m'entoure est beau, je sais que je suis dans la bonne direction.